Blessure d'amour-propre, alors c'est un ouvrage qui renvoie à des années passées. Ça renvoie explicitement, bien sûr, à l'amour-propre de votre ouvrage culte des années 80, plus précisément de 1983, il y a 26 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre le fil de cet amour-propre ? Bien, le fil s'était jamais interrompu depuis 26 ans. Parce que dans ma vie courante et dans ma vie professionnelle, chaque fois qu'on me parlait de bande dessinée, c'était pour me rappeler l'amour-propre. Ou même quand des journalistes me citaient, c'était Martin Véron, l'amour-propre. Faisant fi de la vingtaine d'albums différents que j'avais faits et c'était comme si il n'existait pas, ça n'avait pas compté. J'étais l'homme d'un album. Alors pourquoi pas, mais en même temps ça me chagrinait. Et pourquoi en rajouter une louche ? Eh bien, c'est parce que j'ai reçu la visite une fois de 2 journalistes santé qui venaient pour préparer un documentaire sur le point G et donc me rappeler mes antécédents. Et j'avais eu une réaction exactement comme dans la bande dessinée, c'est-à-dire vous êtes gentil, mais j'ai fait d'autres choses et puis ça m'intéresse pas et puis j'ai rien à dire sur ce sujet plus qu'un autre citoyen. Moi j'ai juste fait une blague il y a 26 ans et ça suffit. Et puis j'en parle le lendemain à un copain en déjeunant, Jean-Philippe Delhomme, et il me dit mais tu tiens ton sujet, le grand sorcier du point G. Et c'est comme ça qu'en réfléchissant un petit peu, ça me paraissait amusant de régler mes comptes avec cette réputation, non pas usurpée, parce que je l'avais bien cherché, mais un peu trop pesante, et surtout jouer avec la croyance. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un vous croit expert de quelque chose pour que vous le soyez réellement. C'est comme ça que fonctionnent les escrocs, ils se font passer pour des experts d'eux. Voyez Madoff dans un autre domaine. Alors, faut-il le préciser, Blessure d'amour-propre, ça raconte l'histoire de Martin, c'est ça, qui a obtenu il y a un certain temps un grand succès avec une bande dessinée. Et donc, tout le monde le poursuit justement en disant pourquoi tu ne fais pas une suite. Alors, sa femme, son agent, etc. Et lui refuse. Dans l'album, il faut savoir que tout l'album Blessure d'amour-propre est un refus permanent de faire la suite de l'amour-propre. Et à l'arrivée, ça donne une bande dessinée. Alors ça, c'est un gros truc. Mais ça c'est amusant, parce que c'est ce que vous avez repéré. C'était pendant tout l'album, l'auteur se défend de ne jamais faire l'amour-propre 2. Et effectivement, il est en train de le faire en douce, en contrebande avec ça. Et ça, c'était une des petites choses passées en contrebande qui me plaisait bien. Alors justement, votre double, parce qu'on parle de double, parce que ça n'est pas concrètement une autobiographie, enfin en aucun cas, mais quand même, alors il y a votre personnage, donc ce Martin, qui se retrouve confronté à un problème médical lié aux questions de son âge, aux problèmes de son âge, et on ne va pas tout dévoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais il est confronté à un choix douloureux entre l'incontinence et puis l'impuissance. Alors là, évidemment, c'est un choix douloureux. Et je crois que c'est René Pétillon qui, en lisant les planches, était un petit peu inquiet pour vous. Donc le degré quand même entre la réalité et la fiction, il est pas si évident que ça à démêler. Oui, non, c'est évidemment, dès que quelqu'un parle de lui dans une bande dessinée en disant son nom et disant qu'il souffre de la prostate, puisque j'ai dit ça, on ne peut que s'en inquiéter. D'ailleurs, il ne se passe pas une journée ici où on rencontre beaucoup d'amis de la profession qui m'en demandent des nouvelles. Et mieux qu'ils me confient des nouvelles de la leur. Puisqu'on a à peu près tous le même âge, enfin, ceux de mon âge. Mais c'est des éléments de fiction qu'on s'autorise à placer, je crois, sous le terme d'autofiction. Oui, c'est quelque chose, c'est ce terme qui avait été inventé pour désigner effectivement la mise en scène de soi-même, mais dans des aventures plus ou moins fantasmées, d'une certaine manière. Oui, il s'agit exactement de ça. Également pour le reste de l'album, j'ai mis des éléments. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué de parler de soi, tant de soi, non, on sait comment on s'expose. Mais surtout, c'est pas forcément agréable pour vos enfants, pour votre femme, et c'est pour ça que j'ai essayé de déguiser ça le plus possible. Mes filles dans l'album sont des garçons en réalité,
et ainsi de suite. Alors vous avez dit effectivement qu'on vous a d'une certaine manière un peu poursuivi ou pris pour le spécialiste du point G, alors que c'était à l'origine une sorte aussi de plaisanterie dans les années 80. Vous aviez entendu parler de ça et puis ça vous avait donné effectivement l'idée d'un récit, mais en aucun cas ça n'était, je dirais, quelque chose d'obsessionnel chez vous, contrairement à ce que certains peuvent penser, comme Wolinski, je pense. Mais par rapport justement en élargissant un peu le cadre, il y a quand même toujours un fond d'air du temps ou social dans vos bandes dessinées. On avait Executive Woman avec la femme donc qui commence à prendre de l'importance dans la société, à avoir quand même de plus en plus de pouvoir, à revendiquer un certain nombre de choses. Il y avait donc Jean aussi sur le monde de l'art et l'argent. Il y a quand même une volonté au-delà, je dirais effectivement, de l'aspect purement sexuel qui a fait votre popularité. Il y a quand même la volonté de capter un petit peu un air du temps, non ? Oui, ça me sert de décor, ça me sert de moteur pour l'intrigue. Comme je fais pas de bande dessinée historique, comme je fais pas de bande dessinée d'anticipation, on se trouve ici maintenant. Pour pas que ce soit une vie trop plate, eh bien je mets des choses qui nous arrivent à nous. Quand on est dans le monde du travail et qu'on voit arriver des femmes au pouvoir, aujourd'hui ça paraît presque normal, quoique. Mais moi je me souviens à 20 ans de trouver bizarre de trouver des femmes dans des bureaux à des postes pas de secrétaire. J'ai vu ça. Aujourd'hui ça paraît... Et pour moi ça me convenait très bien, mais pour un type plus âgé, je pense qu'il vivait de façon bizarre, pas forcément hostile, mais c'était un changement de société. Bon, le point G n'a pas réfléchi la société, mais je trouve que c'est quand même, au-delà de la plaisanterie et des blagues grasses, il se passe quelque chose, je trouve. Et ainsi de suite. Voir des vieilles bandes dessinées, de voir avec les gros téléphones, avec les machins, l'écran rond, avec les trucs, moi ça me fait rire aujourd'hui. Et en fait, il n'y a pas si longtemps. Alors justement, dans vos bandes dessinées, d'une certaine manière, bon, on parle aujourd'hui beaucoup des bobos, il y a eu les Dupieux Bavarian avec Boboland, mais vous, on considère d'une certaine manière que l'amour-propre et les bandes dessinées qui ont suivi, ça a été des bandes dessinées qui, d'un point de vue sociologique, ont commencé à dépeindre cette certaine classe urbaine, plutôt sophistiquée, cultivée. Et finalement, ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans Blessures d'amour-propre, c'est le monde des médias, le monde de l'édition parisien, dont votre héros, justement, on voit, essaye de se détacher, puisque votre personnage, tout au long de l'album, alors qu'on le sollicite pour plein d'autres choses, il pense qu'à cultiver son jardin. Hein, lui, c'est quelque chose d'obsessionnel, il a envie de se détacher de tout ça. Comment vous observez cette classe-là sociale ? Vous l'observez parce que vous en faites partie ? Comment ça se passe pour créer justement cette atmosphère un peu sociologiquement très précise ? Oui, je crois que c'est parce que j'en fais partie, bien que je ne la fréquente pas au-delà du nécessaire. Je me trouve dans une ville comme Paris, et ben on est fatalement appelé à les rencontrer. Même si je suis isolé dans un atelier, j'ai des rendez-vous, il m'arrive de travailler dans les journaux, je les aperçois. Et puis mes amis en font partie aussi, donc en fait, on vit dans un milieu, qu'on le veuille ou non. Alors le mien, il est un peu plus artistique que médiatique, mais c'est le monde que je vois. Alors, par rapport, vous avez été Grand Prix du Festival d'Angoulême, et je me souviens qu'on en avait parlé lorsque vous étiez Grand Prix. Ça vous disiez que ça vous avait permis aussi de redécouvrir, d'une certaine manière, ou de découvrir toute une bande dessinée aussi des années 90-2000 qui s'était développée. Est-ce que vous continuez un petit peu à observer ce qui sort parmi les jeunes auteurs ? Depuis, je regarde ça attentivement. D'autant plus attentivement que j'ai été pendant 3 ans président de la commission d'attribution des recettes au Centre national du livre. Et j'ai pu voir les projets, j'ai pu voir les grandes tendances qui se dégageaient dans la profession. Et d'ailleurs, je dois saluer la vigueur incroyable de la bande dessinée et surtout sa qualité. Et moi, je trouve que ce qui arrive aujourd'hui comme jeune dessinateur, comme talent divers, que ce soit au dessin, la narration, sur les thèmes abordés, je vois une augmentation de la qualité qui est absolument stupéfiante. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de talent aujourd'hui qui arrivent, mais par wagon, que de notre génération, où on était une poignée, alors que, curieusement, à côté de ça, il n'y a plus de presse bande dessinée. Et ça fait plaisir. J'espère que cette vague-là va arriver mais ça c'est un choix personnel, arriver à
à tuer, ou à étouffer, en tout cas, l'hyperproduction de bande dessinée, que je trouve qui n'a plus sens aujourd'hui. C'est-à-dire qui est l'éternel recommencement de la bande dessinée que des gens adorent, mais j'ai envie de leur dire de relire les précédents albums et qui sont contentes. Que la bande dessinée doit être en perpétuelle réinvention et pour qu'elle ait justement c'est la place qu'elle devrait avoir dans le paysage culturel, enfin qu'elle a déjà, c'est même pas la peine d'en réclamer. Quel effet ça vous fait lorsque quelqu'un comme Lutch, qui est le président du festival cette année, vous cite comme un des plus grands dialoguistes de bande dessinée, au point qu'il vous a intégré aux lectures qu'il y aura tout à l'heure, donc lues par Mathieu Amalric et Michael Lonsdal, de textes de bande dessinée. Et lorsqu'on lui demande d'ailleurs quelles sont ses influences en termes d'écriture, il cite des grands anciens, il cite Goscinny, il cite Lausier, puis il cite Martin Véron aussi. Ça vous fait quoi ? Je l'ignorais, ça me fait un plaisir fou. Ça me fait un plaisir fou parce que c'est... Je trouve que la bande dessinée... D'ailleurs, quand j'étais président, j'avais essayé d'instaurer le prix du dialogue. Personne n'avait compris cette volonté, alors que ça me paraît très important. On confond toujours dialogue et scénario, c'est absolument pas la même chose. Le scénario, c'est une histoire, les dialogues, c'est la façon de la faire vivre. Et le soin apporté, ou la culture que laisse transparaître le dialogue est d'une importance folle. Un dialogue peut faire rire aux larmes, peut émouvoir, ça ne doit pas être littéraire, ça ne doit pas être du français classique, ça doit être du français vivant. Et le compliment venant de Blutch me fait d'autant plus plaisir que lui, je le considère comme un grand dialoguiste aussi. Il fait marcher ça de façon très vivante. Une dernière petite question. Il y a eu une adaptation cinématographique signée par vous-même de l'amour-propre. Alors d'ailleurs, c'est un des objets de plaisanterie de blessures d'amour-propre. Il y a eu ensuite différentes tentatives ou projets avortés d'adaptation de vos ouvrages. Est-ce que le cinéma, c'est totalement terminé aujourd'hui ? Bon, on peut pas en jurer. On peut pas en jurer. C'est comme le point G. On croit qu'on est à la retraite et puis que ça revient. Moi, en tout cas, j'ai cessé de faire des efforts pour que ça revienne. Et puis, il y a une espèce de miroir aux alouettes dans lequel je suis tombé, c'est de penser que c'est un... Bon, ça peut être un avenir, ça peut être... Mais les complications que c'est, que quand je suis entré dans le milieu du cinéma, j'étais frappé de voir à quel point les gens avaient besoin de trucs pour dormir, alors que pas dans la bande dessinée. Et effectivement... Étant un petit peu dedans, j'ai vu à quel point c'était quand même une affaire assez stressante, parce que les choses se font très vite, avec des grosses pressions. Il faut être un type très costaud ou très détaché pour bien le vivre. Mais ceci dit, si on me proposait, j'y retournerais, parce que c'est quand même excitant.